Combien de temps ça prend pour décider de tuer quelqu'un? 1 heure? Une journée? Ben non. Parfois, quelques minutes suffisent. En 2015, au beau milieu du mois de mai, pendant un mariage, 2 hommes s'isolent pour discuter. Quand ils reviennent, tout a changé, parce qu'ils viennent de prendre une décision simple. Quelqu'un doit mourir. Et dans cette histoire, le pire, c'est pas le meurtre, mais la personne qui l'a demandé. Le 3 mai 2015 est un jour un peu spécial, parce que c'est la date à laquelle un homme de 46 ans, Curtis Wayne Wright Jr., que tout le monde appelle simplement Wayne, doit se marier. Le témoin du futur époux se nomme Mark David Sivers. Ils ont le même âge et sont meilleurs amis depuis leurs années lycée. Les 2 hommes ont évolué ensemble à Hillsboro, dans le Missouri. Et pour eux, cette cérémonie sera aussi l'occasion de retrouver d'autres connaissances. Une réunion de vieux amis, de gens qui boivent et rigolent en parlant du temps où ils avaient encore tous leurs cheveux. Vu ce qu'on leur faisait subir au lycée, les cheveux ont décidé de partir. Cela dit, si Wayne et Mark sont proches, ils n'ont pas vraiment la même situation sentimentale. Alors que l'un d'eux s'apprête à épouser son âme sœur, l'autre part dans la direction opposée. D'ailleurs, quelques jours avant la cérémonie, Mark envoie un message pour le moins intriguant à Wayne. Il écrit ceci: « J'espère qu'on pourra se parler en privé demain. Pas de toi ni d'Angela, c'est personnel. » Donc la veille du mariage, les 2 hommes se retrouvent seuls. Un moment dont Mark profite pour se confier à Wayne. Il lui dit que sa propre relation avec son épouse, Teresa, bat de l'aile depuis un moment. Il a même peur qu'elle demande le divorce, avant de partir avec leurs 2 filles. Et il a une raison supplémentaire de s'affoler, vu qu'il croit qu'elle entretient une liaison. L'ennui, c'est que s'il y a une séparation, Mark sait déjà qu'il sera dans l'impossibilité complète de gagner une bataille judiciaire pour la garde de ses enfants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas l'argent pour ça. Dans son couple avec Teresa, c'est elle qui gagne le mieux sa vie, et ça n'a rien de surprenant étant donné qu'elle est médecin. Mark a beau être infirmier de formation, il se contente aujourd'hui de la seconder dans la gestion de son cabinet. Après avoir écouté son ami, Wayne profite finalement du week-end de son mariage pour lui répondre qu'il pense qu'il n'y a qu'une seule solution à son problème. De son point de vue, l'épouse de Mark doit disparaître. Wow, même dans les films X, ils prennent plus leur temps. En meilleur ami exemplaire, il se porte même volontaire pour s'occuper du sale boulot. L'accord tient en quelques mots. En échange de moins $100 000 prélevés sur les primes d'assurance décès de Teresa, il s'occupe de tout. Mark acquiesce, mais pose une condition ferme. Il ne veut pas connaître le nom des exécutants. En fait, il ne veut même rien savoir. Et voilà comment on organise tranquillement un meurtre un jour de mariage. Ce qui est troublant avec Wayne, c'est le décalage entre l'image qu'il donne et la réalité de ce qu'il est vraiment. À Hillsboro, il passe pour un type passionné d'informatique. Un peu geek, plutôt inoffensif. D'ailleurs, il fait la maintenance des ordinateurs du cabinet médical de Teresa, depuis des années. Dans ce but, il voyage régulièrement depuis le Missouri pour se rendre en Floride. Quand Wayne passe à la clinique, les employés le voient concentré, discret et focalisé sur ses machines. Seule une salariée est mal à l'aise en sa présence. Pour reprendre ses mots, il lui donne la chair de poule, sans qu'elle ne puisse vraiment expliquer pourquoi. Ce que tout le monde ignore, c'est qu'en réalité, Wayne a un casier judiciaire. Il a déjà été condamné 3 fois pour possession de drogue, l'une de ces condamnations étant couplée à une infraction liée à l'usage illégal d'une arme. Il a effectué au moins un séjour en prison. Et son nom a été mentionné dans une enquête criminelle menée presque 20 ans auparavant. Alors, dit comme ça, on pourrait croire qu'il est presque mignon comparé aux autres génies qu'on a étudiés sur cette chaîne. Sauf qu'il a été mêlé à une histoire un peu bizarre. En juillet 1996, un ancien pasteur de la région nommé Ronnie Bolin a disparu sans laisser de traces. Son véhicule a été retrouvé portière ouverte dans une station de lavage à Saint-Louis. Mais aucune trace de son corps. Or, Ronnie avait prêté $1 500 à Wayne pour acheter une voiture, et il lui avait donné rendez-vous en espérant se faire rembourser, juste avant de se volatiliser. Résultat, Wayne avait été identifié comme personne d'intérêt dans sa disparition, ce qui signifie qu'il a été suspecté, sans être inculpé. À ce jour, cette affaire reste non résolue. Deuxième point pour le moins étonnant chez Wayne, il ressemble à s'y méprendre à Mark. Ils ont une carrure similaire, tous les 2 le crâne rasé. Le même genre de barbe et de lunettes. Pour Mark, Wayne est bien plus qu'un ami proche. Il l'appelle d'ailleurs son frère d'une autre mère. Donc il lui fait une entière confiance pour gérer les choses sur le plan pratique.
Pour ce faire, Wayne contacte un dénommé Jimmy Ray Rogers. Cet homme de 25 ans est un criminel rodé, qui s'est lui-même attribué le surnom de Marteau en prison. Et on peut dire qu'il a commencé tôt. À 17 ans, il prend la fuite au volant d'un hot rod, quand la police veut l'arrêter dans le Missouri. Un hot rod, c'est une voiture modifiée pour aller hyper vite. 2 ans plus tard, en 2009, les fédéraux débarquent chez lui et découvrent 43 fusils, pistolets et fusils de chasse appartenant à son père décédé. En 2011, Jimmy plaide coupable et prend 57 mois de prison fédérale. Ça fait 4 ans et 9 mois si t'es flemmard. Il est libéré en septembre 2014 sous probation, avec interdiction formelle de quitter le Missouri. Il suit des cours de soudure, mais en même temps, il souffre de troubles anxieux et d'inadaptation sociale, et n'a pas un sou. Alors forcément, quand Wayne lui propose de se rendre en Floride pour commettre un meurtre moyennant compensation financière, il se fait pas prier pour accepter, quitte à enfreindre les termes de sa conditionnelle, et risquer même beaucoup plus. D'ailleurs, les 2 hommes se sont rencontrés au pénitencier du comté de Sainte-Geneviève en 2010. Donc Wayne sait exactement de quoi Jimmy est capable. Bah oui, parce que Wayne lui promet environ 10 000 $, sans être certain lui-même de ce qu'il va percevoir au final. Mais peu importe, Jimmy accepte ce marché flou. Et ce, même s'il n'a jamais rencontré Mark en personne. Une fois le complice trouvé, l'organisation du meurtre en lui-même peut commencer. Pour ne laisser aucune trace, Jimmy et Wayne communiquent via des téléphones prépayés jetables. Et ce dernier fait de même avec son meilleur ami. Une chaîne propre, ou du moins censée l'être. 10 jours après la cérémonie, Mark retrouve sa famille à Bonita Springs, en Floride. Quelques jours plus tard, il achète des billets d'avion pour tout le monde, en vue d'un départ dans le Connecticut pour fêter l'anniversaire de la mère de Teresa. Teresa, justement, doit rentrer plus tôt pour raisons professionnelles. Les réservations sont donc effectuées de manière à ce qu'elle soit de retour chez eux le 28 juin 2015 au soir. Les filles et le papa ne doivent revenir que le 1er juillet. 3 jours pendant lesquels Teresa sera seule dans la maison familiale quand elle ne sera pas à la clinique. Afin de lui faciliter les choses, Mark donne à Wayne le code de l'alarme du logement, les instructions pour la désactiver, et précise qu'une porte latérale sera laissée déverrouillée. Les dernières instructions sont envoyées juste avant son départ en vacances. J'envoie le courrier aujourd'hui. Appelle-moi. C'est très simple. 13 minutes plus tard, un deuxième message. Comme aucun de nous ne va probablement avoir les deux sur soi en même temps, quand tu veux utiliser l'autre, envoie juste un texto. Il parle là des téléphones portables. La date du meurtre est fixée. L'alibi de Mark est préparé. Et il est prévu qu'il n'apprenne jamais ce qu'il s'est passé dans sa propre maison le 28 juin. Sauf que pour comprendre l'ampleur de ce qui va se jouer cette nuit-là, faut d'abord savoir qui est la femme qu'ils veulent tuer. Parce que pendant que Mark scelle ce pacte dans le Missouri, Teresa est à Bonita Springs. Elle soigne ses patients avec dévouement, sans avoir la moindre idée du fait que son mari vient de lui coller une cible dans le dos. Teresa Ann Grace Tottenham naît le 19 novembre 1968 à Derby, dans le Connecticut. Malheureusement, 1 mois après sa naissance, son père a déjà quitté le navire, laissant sa mère, Marianne, l'élever seule. Teresa grandit donc en la regardant tenir fermement debout sans aucun filet de sécurité. Une enfance qui fait d'elle une force de la nature du haut de ses 1,49 m. En 6e, elle décide qu'elle deviendra médecin et ne dévie jamais d'1 millimètre de cet objectif. Résultat, en 1986, elle sort major de promotion de son lycée. Puis elle enchaîne sur un master en biologie à l'université de Fairfield, avant de s'inscrire à la faculté de médecine de l'université Ross, dans les Caraïbes. Teresa décroche son diplôme avec mention en 1996. Ensuite, elle effectue son internat à Jacksonville, à l'université de Floride. Là-bas, ses pairs et ses superviseurs lui décernent le titre de résidente de l'année, parce qu'à ce moment-là, elle incarne déjà ce que tout médecin devrait être. C'est une professionnelle sérieuse, impliquée dans son travail, efficace et très dévouée à ses patients. Après l'internat, Teresa s'installe à Saint-Pétersbourg, en Floride, où elle travaille dans une clinique ambulatoire située dans un quartier défavorisé. C'est là que quelque chose se fracture en elle. Elle ne supporte pas de n'avoir que 15 minutes à consacrer à chaque patient. Elle trouve ça injuste, elle pense que ça n'a pas de sens, et réalise que les gens qui ont le plus besoin d'aide sont généralement ceux qu'on expédie le plus vite. C'est dans ce laps de temps qu'elle rencontre son premier mari, Kenny Cousins. Après leur union, ils restent ensemble 3 ans, avant de divorcer en 2003, mais décident de rester amis. L'année même de sa séparation, une amie de Teresa lui confie qu'elle pense que son frère et elle se plairaient bien. Tu l'as sûrement deviné, l'homme en question c'est Mark Sievers. Et l'entremetteuse avait raison. Preuve en est, Teresa et Mark se marient quelques mois plus tard sur une plage de Saint-Pétersbourg. Leur premier enfant, Joséphine,
naît 6 mois après. En 2006, la famille s'installe à Bonita Springs, en Floride. Et l'année suivante, Carmela, leur seconde fille, voit le jour. Ensuite, les Sievers se font construire une grande maison et ouvrent ensemble le Restorative Health and Healing Center à Estero. Mais l'histoire de Teresa, c'est pas juste celle d'une famille ou d'un cabinet médical. C'est aussi celle d'une femme qui refonde entièrement sa conception de la maladie, notamment quand elle découvre les travaux du biologiste Bruce Lipton. En gros, pour lui, le déclenchement d'une pathologie a moins à voir avec la génétique qu'avec le stress émotionnel non résolu. Et cette idée l'embrase complètement. Elle commence alors à poser à ses patients des questions que personne ne leur pose habituellement. Elle leur demande ce qui se passe dans leur vie et se renseigne sur leur passé. C'est évidemment dans l'espoir d'arriver à lier ce qui se manifeste dans leur corps à l'expression de quelque chose de plus profond. Grâce à cette nouvelle approche, elle devient la première doctoresse du sud-ouest de la Floride à intégrer officiellement la connexion corps-esprit-âme dans son protocole de soins. Et le succès de sa méthode ne se fait pas attendre. Des patients désespérés, qui ont tout essayé ailleurs sans succès, arrivent de partout dans le monde en pensant que Teresa pourra peut-être les aider. Pour communiquer son savoir, elle ouvre une chaîne YouTube sur laquelle elle parle de médecine anti-âge et de bien-être. Elle écrit aussi dans la presse locale sur la santé des femmes, en nourrissant un rêve plus grand encore, avoir sa propre émission de télévision nationale pour pouvoir toucher le plus de gens possible. Quelques semaines avant les faits, elle est même profilée dans le magazine féminin local, Ibella. En gros, de l'extérieur, tout va bien pour elle. Le problème, c'est son couple avec Mark. Et Mark lui-même. Il gère le cabinet et s'occupe des filles en l'absence de Teresa. Mais il n'est pas médecin. Il n'est pas le visage de la clinique. Encore moins celui pour lequel les patients font des centaines de kilomètres. Il n'est entre guillemets que le mari de Teresa, ce qui le condamne à rester dans son ombre et à dépendre d'elle financièrement. Or, le couple est en réalité au bord du gouffre financier. Le fisc fédéral a déposé une saisie pour 32 000 $ d'impôts impayés en 2013. Et le ménage peine régulièrement à boucler ses fins de mois. On ne connaît pas la raison précise de ce naufrage économique. C'est ce qu'on appelle le cash pay. Quand un patient se rend dans ce type de cabinet, il paie la consultation de sa poche. Autrement dit, il ne bénéficie d'aucun remboursement. Alors qu'en France, t'as presque envie d'être malade pour rentabiliser. Bref, ce modèle permet aux praticiens de s'affranchir des contraintes des assureurs, de consacrer plus de temps à ses patients et de facturer des honoraires libres. Souvent plus élevés, on va pas se mentir. Les consultations de Teresa durent 1h30. Sur le papier, c'est lucratif, mais aussi très instable, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de flux garanti, ainsi que des revenus qui dépendent entièrement du bouche à oreille et de la fidélité des patients. En plus, à en croire sa collaboratrice, Teresa présente également des problèmes d'addiction à la marijuana et se questionne sur sa sexualité. Toujours est-il que c'est cet ensemble de choses qui a dû les éloigner, elle et son mari, au fil des années. Cela dit, même si les caisses sont vides, Mark ne perd pas le sens des priorités, vu qu'il a souscrit pas moins de 5 polices d'assurance décès au nom de sa femme. Montant des primes cumulées, 4,4 millions de $. Pour résumer, tout le monde aime Teresa, sauf le seul qui avait promis de continuer à le faire dans l'adversité. C'est pour cette raison que Mark a l'intention de se débarrasser du problème représenté par la mère de ses enfants. Et si au passage, ça lui permet de devenir riche, que demander de plus? A priori, il va tout droit vers la libération qui l'attend. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est Wayne et Jimmy. C'est le moment d'être bien attentif, parce que si tu veux visiter une prison de l'intérieur, le tuto arrive. Le 27 juin 2015, à 7h du matin, Wayne sort de son logement situé à Hillsboro, dans le Missouri, et monte dans une Hyundai Elantra de location. Il doit aller chercher Jimmy à Cadette, à une demi-heure de route de là. C'est ce dernier qui entre l'adresse de la maison des Sievers dans un GPS Garmin, prêté par un ami de Wayne. 3766 Eagle Lake Drive, à Bonita Springs, en Floride. Pour y arriver, ils ont quelques 1770 km à parcourir, ce qui équivaut à 17 heures de route. Wayne a été prévoyant. Avant de partir, il a pensé à laisser son téléphone portable chez lui, afin d'éviter d'être géolocalisé par les antennes relais. Par contre, il est complètement passé à côté du fait que Jimmy a synchronisé le GPS qu'il compte trimballer partout avec son adresse mail personnelle. Donc même s'il n'a pas son mobile, chaque destination saisie, itinéraire qu'ils empruntent ou arrêt qu'ils font sont archivés et rattachés à l'identité de son complice dès leur départ. Et la suite va pas être plus brillante. En chemin, les deux hommes passent devant des stations-service, où ils sont filmés sans avoir fait le moindre effort pour éviter les objectifs des caméras. Wayne s'arrête même dans un restaurant quelque part sur la route, en prenant le temps de poster un avis sur Yelp après son repas.
Oui, avec son vrai compte. Plus compte et président de la République, là. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, Mark conduit Teresa à l'aéroport LaGuardia à New York pour qu'elle prenne son vol retour vers la Floride. Alors qu'il sait exactement ce qu'il attend chez eux, il l'embrasse sur le trottoir pour lui dire au revoir, comme si de rien n'était. Au cours de la même journée, il passe un autre appel à leur ami et voisin, le docteur Mark Petrites, un médecin à la retraite. Sans raison apparente, l'époux de Teresa lui signale qu'elle rentre ce soir-là et qu'elle devrait arriver vers minuit. Ce détail a pas vraiment l'air suspect pour le moment, mais il aura son importance par la suite. Après avoir conduit toute la nuit, Wayne et Jimmy arrivent devant la maison des Sievers, le 28 juin vers 6h du matin. Ils entrent, désactivent l'alarme avec le code fourni par Mark, font le tour de la maison, puis ressortent. Ils ont encore du temps avant de pouvoir passer à l'acte. Alors ils décident de partir en balade. Ils reprennent la voiture et font un tour par le cabinet médical de Teresa, afin de déterminer s'ils peuvent ou non commettre le meurtre là-bas. Finalement, c'est non. Ils trouvent l'endroit trop exposé. C'est risqué, ils pourraient être vus. Donc ils abandonnent l'idée. Après ça, Wayne cherche une nouvelle adresse dans le GPS, celle d'un Walmart. Le magasin le plus proche se trouve sur le 6 Mile Cypress Parkway à Fort Myers, juste en face du commissariat du comté de Lee. Les deux hommes s'y rendent à 11h du matin, à visage entièrement découvert. Ils ne cherchent pas à dissimuler leur identité et traversent les rayons du supermarché en remplissant tranquillement leur chariot sous l'œil des caméras de surveillance. Mais comme le QI moyen des deux complices vient de fondre sous zéro, ils se procurent un assortiment digne du petit meurtrier. Ils achètent des sacs poubelles de 30 litres, des lingettes humides jetables, des serviettes noires, des chaussures noires, un kit de crochetage de serrure, mais aussi un sac à dos et une glacière de pique-nique. Ils paient en espèces, puis se rendent à la plage Bonita. Encore une fois grâce au GPS posé sur le tableau de bord de leur véhicule de location. Là-bas, ils flânent quelques heures au bord de l'eau, à bronzer sous le soleil de Floride, à la vue de nombreux témoins potentiels. Ils ne retournent à la maison des Sievers qu'en fin d'après-midi, pour s'installer dans le garage et attendre Teresa. Des heures passées dans la chaleur moite, allongées sur le béton, avec leur sac de course. Vers 22h30, Wayne et Jimmy se préparent. Ils enfilent une combinaison bleue par-dessus leurs vêtements, fixent des gants en latex à leurs poignets avec du ruban adhésif, avant de passer par la porte latérale. Comme prévu, elle avait été laissée déverrouillée, mais il leur faut simuler une intrusion par effraction. Donc ils la forcent. Ils pensent que Teresa rentrera vers minuit. Seulement, c'est pas le cas. À l'aéroport international du sud-ouest de la Floride, les caméras de surveillance la filment à 23h25. Elle sort de l'aérogare en tirant sa valise, traverse le hall et monte dans sa voiture. Ignorant ce qui se trame, elle appelle Mark pour lui dire qu'elle est bien arrivée. Ce à quoi il répond d'un seul mot. Une fois à bon port, Teresa passe par le garage pour entrer chez elle. Wayne entend la porte s'ouvrir et plonge derrière des cartons pour ne pas être éclairé par les phares de sa voiture. Il observe sa cible qui se gare. Elle attrape sa valise et elle pénètre dans la maison. L'homme la suit. En traversant le garage, il passe à côté du congélateur et ramasse le marteau posé dessus. Sauf qu'en entrant dans la cuisine, il tape dans la gamelle du chien, posée au sol. Surprise, Teresa se retourne et lève d'instinct les mains pour se défendre. À en croire Wayne, il ressemble tellement à Mark que dans l'obscurité, elle a probablement cru que c'était lui. Elle a juste le temps de demander pourquoi, avant qu'il ne la frappe une première fois avec le marteau. Puis il recommence 2 autres fois pendant que la victime essaie toujours de parer les coups. Jimmy surgit alors dans l'ombre et prend le relais. Avec une grande violence, il frappe Teresa à la tête encore et encore sans s'arrêter. À 46 ans, la mère de famille s'effondre après avoir pris 17 coups de marteau en tout. Avant de quitter la maison, les meurtriers ne prennent même pas le temps de la fouiller correctement, histoire de rendre plus réaliste leur mise en scène de cambriolage qui a mal tourné. D'ailleurs, ils ignorent complètement le coffre-fort qui contient pourtant 40 000 $ en liquide. Moins d'1 heure après l'arrivée de Teresa, les deux hommes retirent leur combinaison bleue, remontent dans la Hyundai et Wayne entre une nouvelle adresse dans le GPS, celle de sa maison dans le Missouri. Leur départ vers le nord est enregistré le 29 juin, à minuit 17. Ils doivent refaire 17 heures de route pour rentrer. Jimmy ramène dans sa glacière les chaussures noires achetées au Walmart, mais aussi des souvenirs de son passage en Floride. Il a également conservé des photos de sa petite escapade sur son téléphone jetable. Oui, ce sont des preuves matérielles, mais il prévoit de s'en débarrasser plus tard. À ce moment, Mark est dans le Connecticut, tranquillement endormi avec ses 2 filles chez sa belle-mère. Il pense toujours que, n'étant pas avec ses 2 complices, il ne risque strictement rien. On n'est pas sur le choc à pic le plus chocolaté. Le lendemain matin, Teresa ne se présente pas à son cabinet à 9h. À 9h05, ses patients attendent toujours. 10 minutes plus tard, son assistante lui envoie donc des textos.
mais elle n'obtient aucune réponse. Et quand elle appelle, elle tombe sur sa messagerie. Donc elle décide de contacter Mark, qui lui dit qu'il n'arrive pas à la joindre non plus. Il téléphone alors à leur voisin, le médecin retraité qu'il avait déjà averti du retour de Teresa. Il lui demande d'aller voir ce qui se passe et lui donne le code du garage. Mark Petrites entre donc par le garage non verrouillé à 9h30. Il traverse la maison et trouve la femme face contre terre sur le carrelage de la cuisine, dans une mare de sang. Elle ne respire plus, son corps est froid et un marteau est posé à côté d'elle. L'homme appelle le 911 et là, surprise, les enquêteurs dépêchés sur place constatent immédiatement que quelque chose ne colle pas dans ce qu'ils observent. Les étagères et les tiroirs semblent avoir été fouillés de manière très sommaire, quand le coffre-fort et une collection d'armes à feu n'ont pas été touchés du tout. Quel voleur, prêt à tuer aussi sauvagement pour pouvoir garder son butin, aurait oublié de fouiller le coffre-fort? Un œil averti remarque vite que rien n'a été volé dans la maison, et qu'il est même fortement probable que personne n'ait jamais eu l'intention de prendre quoi que ce soit. Mark n'est informé de la mort de sa femme que plus tard dans la matinée. Et il ne va pas être plus malin que ses deux complices. Parce que quand son voisin lui annonce la tragique nouvelle, sa première question n'est pas « Que s'est-il passé ?» ou même « Est-ce qu'elle a souffert ?» Non, la première chose que Mark demande est « Est-ce que ça ressemble à un cambriolage ?» La réponse est évidemment non. Et non seulement ça ne ressemble pas à un cambriolage, mais en plus, les enquêteurs vont complètement tomber des nues. Les funérailles de Teresa ont lieu la semaine suivant son décès, le 6 juillet 2015 à l'Unity Church de Naples. Ce jour-là, des centaines de personnes remplissent l'église. Mark est là lui aussi, ses deux filles sont à ses côtés et il a les traits défaits. Joséphine prend la parole et émeut toute la salle aux larmes. Puis son père s'avance vers le micro, prend une grande inspiration et dit « J'étais et je suis toujours l'homme le plus chanceux du monde. » Frank Pice, l'un des employés du cabinet médical, l'étreint à la sortie pour lui présenter ses condoléances. Mais quand il relâche Mark, il recule d'un pas. Parce que, pour lui, le regard du veuf n'a rien de celui d'un homme qui pleure vraiment sa femme. Ce qu'il a vu dans ses yeux, c'est plutôt de la haine. Kenny, le premier mari de Teresa, est également présent. Et quand il s'avance pour serrer Mark dans ses bras, il sent quelque chose sous la veste de celui-ci. C'est une arme. Mark est venu à l'enterrement de sa femme avec un pistolet. Son explication ? Étant donné que le tueur n'a pas encore été arrêté, il s'inquiète que quelqu'un puisse venir s'en prendre à lui ou à ses filles. Mais les enquêteurs qui l'observent à ce moment-là y voient autre chose. Et il n'est pas le seul qu'ils ont à l'œil. Au fond de l'église, il y a aussi Wayne. Il serre des mains et présente ses condoléances à la famille de Teresa, accompagné de sa femme Angela. Il se tient aux côtés de Mark, consolant les proches de la femme qu'il vient de tuer, au-dessus de son cercueil ouvert. Kenny croise le regard de Wayne, sans savoir qui il est, et il lui trouve quelque chose de bizarre. Une sorte de nervosité mal dissimulée. En plus, il quitte pas son meilleur ami d'une semelle. Quelques heures après les funérailles, les enquêteurs voient Mark prendre sa voiture, rouler jusqu'au cabinet médical d'Estero et jeter du matériel informatique dans une benne à ordures derrière le bâtiment. Après ça, il rentre chez lui et ne coopère plus du tout. Dans les premiers jours qui ont suivi la découverte du corps de Teresa, il avait remis son téléphone aux enquêteurs de bonne grâce. Ils y ont trouvé des échanges de textos qui brossent le portrait d'une union en train de partir en lambeaux, minée par de nombreuses tensions financières et infidélités. Le mariage de Mark et Teresa était clairement sur le point de prendre fin, mais difficile d'en apprendre plus. Parce que désormais, le veuf fait tout passer par son avocat. Pendant 2 mois, l'enquête piétine. Si Wayne et Jimmy ont certes manqué de prudence par moments, ils ont pris leurs précautions sur la scène de crime. Son analyse n'a révélé aucune empreinte utilisable. Il n'y a aucune trace ADN exploitable. Et aucune fibre identifiable. Là, c'est comme perdre un concours de lecture contre un aveugle. Les enquêteurs épuisent les pistes une à une. Un employé mécontent, un patient dérangé, ou une relation extra-conjugale qui aurait viré au drame. Tout ça ne donne rien. Et puis, il y a cette théorie qui circule en ligne, et dans les journaux locaux. Ce même mois de juin, 2 autres médecins holistiques ont été tués en Floride. Des forums entiers spéculent au sujet d'un tueur en série qui ciblerait les praticiens de médecine alternative. Forcément, les enquêteurs suivent aussi cette piste, avant de la laisser tomber faute de preuves. Heureusement, le 9 juillet 2015, le téléphone du détective principal sonne. Au bout du fil, le chef de l'autorité aéroportuaire du sud de l'Illinois. Il dit qu'il connaît une femme nommée Rose, qui a quelque chose à révéler. L'enquêteur prend alors sa voiture et roule jusqu'à Mount Vernon, dans l'Illinois. Là-bas, Rose lui raconte une conversation qu'elle a entendue le week-end du meurtre. Plus précisément chez une amie.
dont la fille venait d'épouser un homme nommé Curtis Wayne Wright. La jeune mariée avait mentionné en passant que son nouveau mari était parti en urgence, en Floride, pour régler une panne informatique chez un ami. Elle avait même précisé qu'il avait laissé son téléphone à la maison et qu'elle n'était pas parvenue à le joindre pendant 2 jours. Rose n'y avait pas prêté attention plus que ça, jusqu'au jour où elle a réalisé que l'ami en question s'appelait Mark Sivers, que la femme de Mark venait d'être tuée et que Wayne, le mari de la femme, était son meilleur ami. Après avoir recueilli son témoignage, l'enquêteur part pour le Missouri et sonne chez Wayne. Ce dernier lui répond qu'il n'a pas quitté son domicile ce week-end-là. Il est resté alité parce qu'il était malade et il était parfaitement incapable de conduire. Sauf que son alibi s'effondre en quelques heures, parce que sa femme, Angela, le jette sous le train. Elle confirme qu'il était bel et bien en Floride à cette période, et qu'elle n'a pas compris pourquoi il était parti sans son téléphone, parce que normalement, il le laisse jamais. Même aux toilettes, pour des parties interminables de Clash Royale. Ah non, c'est peut-être moi ça. Pour les enquêteurs, il est à présent évident que Wayne cache quelque chose. Pour en avoir le cœur net, il demande un mandat de perquisition afin de fouiller son domicile. Dans l'allée, il trouve la voiture de location. À l'intérieur, le vieux GPS Garmin qu'il avait emprunté à un ami. L'appareil a été réinitialisé. Ces données ont donc été effacées. Mais en passant plusieurs heures à tenter de les récupérer, les techniciens de la police y parviennent. Et ce qu'ils reconstituent, c'est un journal de bord complet, depuis la maison de Wayne à Hillsboro jusqu'à celle de Jimmy à Cadet, suivi des 1770 km vers le sud jusqu'à l'adresse de la maison des Sivers à Bonita Springs, avec en cerise sur le gâteau tous les arrêts intermédiaires, le cabinet médical de Teresa, le Walmart, la plage de Bonita, pour finir par un retour dans le Missouri à minuit 17 le 29 juin. Tout y est. Les relevés d'antenne relais complètent chaque étape de l'itinéraire, plaçant à chaque fois le téléphone de Jimmy en Floride aux mêmes endroits. Parce que oui, si Wayne avait laissé son téléphone à la maison, Jimmy avait pris le sien. Et il a borné sur les tours du réseau tout au long du trajet. Il y a aussi les images des caméras du Walmart de Fort Myers et celles des stations-service, sur lesquelles on peut clairement reconnaître Wayne et Jimmy. Les 2 hommes sont arrêtés dans le Missouri en août 2015, et tous 2 nient catégoriquement avoir quitté l'État. Cela dit, quand les policiers annoncent à Jimmy la raison de leur visite, à savoir une enquête pour meurtre, il les interrompt pendant la lecture de ses droits. Il leur dit que dans le Missouri, ça vaut 15 à 20 ans. Et ça lui va. Les enquêteurs se retournent alors vers la petite amie de Jimmy, Taylor Shoemaker. Taylor est enceinte et visiblement apeurée, parce que quelque chose la ronge depuis plusieurs semaines. Une nuit, elle a insisté pour que Jimmy lui explique ce qu'il avait fait en Floride, parce qu'elle savait déjà que ça avait un rapport avec la mort de Teresa. D'abord, il a prétendu qu'il était parti travailler avec Wayne pour se faire de l'argent. Mais Taylor ne l'a pas cru et a continué à insister pour qu'il dise la vérité. Donc il a fini par lui avouer qu'ils avaient tué une femme avec un marteau. Après avoir vidé son sac, Taylor conduit les enquêteurs sur la route 47, dans le Missouri rural. Elle explique que c'est là que Jimmy l'a emmenée en voiture, pour qu'elle jette des preuves par la fenêtre, notamment des morceaux de son téléphone jetable qu'il avait cassé, des gants et une combinaison bleue. Il avait demandé à Taylor de balancer tout ça dans la rivière. Heureusement, elle s'est montrée incapable d'aller jusqu'au bout et a lancé les gants et la combinaison sur le bas-côté de la route. C'est ce qui permet aux autorités de retrouver immédiatement la combinaison, abandonnée dans l'herbe. Et quand les fibres du vêtement sont comparées à celles retrouvées sur la robe que portait Teresa la nuit de sa mort, la correspondance est parfaite. Il y a même encore des cheveux de Jimmy à l'intérieur de la combinaison. À son domicile, les enquêteurs récupèrent les chaussures noires achetées au Walmart et un t-shirt Fort Myers Beach acheté en Floride. Le tout est toujours dans sa glacière. Quant à son téléphone jetable, trempé dans une fontaine, puis brisé en morceaux et éparpillé dans une voiture en mouvement, il livre lui aussi son lot de secrets. Une fois les fragments de l'appareil retrouvés, les métadonnées qu'il contient peuvent être partiellement extraites. Ça y est, la chaîne est complète. À ce moment-là, Wayne prend une décision à laquelle personne ne s'attendait. Ou à laquelle tout le monde s'attendait, ça dépend du point de vue. En février 2016, après des mois de dénégation, il accepte enfin de parler. Il plaide coupable de meurtre au second degré et passe un accord avec le procureur. 25 ans de prison en échange de son témoignage complet dans les 2 procès à venir. Forcément, ce qu'il dit aux enquêteurs change tout. Il leur parle de son mariage dans le Missouri et de la conversation qu'il a eue avec Mark durant le week-end de la cérémonie. Wayne révèle clairement que derrière le plan fomenté pour tuer Teresa, depuis le début, il y a l'époux de la victime. Juste après ça, le 26 février 2016, Mark est arrêté devant sa maison. Et quand on lui passe les menottes,
il a comme un sourire en coin. En conférence de presse, le shérif affirme qu'il a eu l'impression qu'il n'avait pas de sang dans les veines, mais de la glace. Il y a un dernier détail dans cette affaire qui mérite d'être posé ici, avant qu'on parle des procès. Des années durant, Wayne a fait quelque chose d'assez curieux, parce que sa ressemblance avec son meilleur ami n'a en réalité rien d'un hasard. Quand Mark a commencé à perdre ses cheveux, Wayne s'est mis à se raser le crâne. Il a également copié son style vestimentaire, taillé sa barbe de la même manière, et acheté des lunettes similaires. Les enquêteurs qui voient leurs photos placées côte à côte ne savent d'ailleurs pas quoi en penser. Une bizarrerie dont la défense de Mark va tenter de se servir pour lui sauver la peau. Les procès ne commencent que 4 ans après le meurtre. Dans cette attente, c'est la mère de Teresa, Marianne Groves, qui obtient la garde des 2 filles du couple Sivers en mai 2016. Joséphine et Carmela grandissent sans leur mère, avec un père en détention préventive. Bon, dans son cas, c'est plutôt de la détention anticipée. Le premier à comparaître, c'est Jimmy. Son procès s'ouvre le 10 octobre 2019. Pour le procureur, c'est une affaire de meurtre à gages classique. Mark était loin pendant que 2 autres hommes tuaient sa femme à sa place. Wayne, comme convenu, témoigne contre Jimmy et raconte comment les choses se sont passées cette nuit-là dans la cuisine de la maison familiale des Sivers, et plus précisément la façon dont il s'est acharné sur la pauvre Teresa avec le marteau. Le jury délibère en 2 jours et reconnaît son complice coupable de meurtre au second degré. Le 12 décembre 2019, Jimmy est finalement condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le second procès, c'est celui de Mark, qui s'ouvre à Fort Myers le 20 novembre 2019. La star des audiences, c'est Wayne. Il se retrouve face à face avec l'homme qu'il appelle encore son frère. Au fil des témoignages de Wayne, l'attitude de Mark dans le box passe de la jovialité désinvolte aux larmes. Un basculement que plusieurs observateurs présents dans la salle décrivent comme peu convaincant. Exactement comme le chagrin affiché aux funérailles de Teresa. La défense soutient que Wayne est un menteur, déjà condamné pour meurtre, qui invente une histoire pour sauver sa peau. Selon les avocats de Mark, la vraie explication, c'est qu'il était obsédé par leur client, d'une façon qui dépassait le cadre amical. Donc il a tué Teresa de sa propre initiative, par jalousie ou par désir de possession. Une version visiblement pas assez convaincante, parce que le 4 décembre 2019, Mark est reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'association criminelle en vue de commettre un meurtre. Vient alors la phase de détermination de la peine, une occasion à laquelle Mark prend la parole, pour la seule et unique fois du procès. Et il le fait pour clamer son innocence. Il dit que Teresa était son âme sœur, que les filles ont tragiquement perdu leur maman, et que maintenant, elles vont perdre leur papa aussi. En gros, il implore la clémence du jury. Le juge lui répond qu'il laisse la miséricorde à Dieu, et que ce qu'il a fait mérite la peine capitale. Par conséquent, le 3 janvier 2020, Mark est condamné à mort. Ce qui est intéressant, c'est que le jury a finalement rejeté le mobile financier comme circonstance aggravante pour la peine de mort. Pourtant, les 5 polices d'assurance décès souscrites au nom de Teresa parlent d'elles-mêmes. Et le fait que Mark avait proposé de payer Wayne avec cet argent aussi. D'ailleurs, il en a été de même pour sa peur de tout perdre si sa femme le quittait, alors qu'il en avait ouvertement parlé. Ce mobile a également été rejeté. Par contre, le jury a retenu que le meurtre était froid, calculé et prémédité. Des éléments qui ont suffi pour que Mark écope de la peine capitale. Désormais, il reste Wayne, qui est le dernier à être condamné. Le 10 février 2020, il prend 25 ans de prison, comme c'était prévu dans le cadre de son accord de plaidoyer. Mais même une fois les 3 coupables jugés, l'affaire n'est pas terminée pour autant. En novembre 2022, la Cour suprême de Floride confirme la condamnation et la peine de mort de Mark en appel. Mais avant tout ça, en décembre 2020, une lettre de 6 pages avait fait surface. Et elle avait semé une sacrée pagaille. Jimmy l'avait rédigée depuis sa cellule et l'a adressée à la mère de Mark. Il avait écrit que ce dernier était innocent, que Wayne avait agi seul dans un accès de rage impulsive et que les enquêteurs avaient fabriqué l'histoire du contrat en manipulant les témoignages. En octobre 2025, Jimmy témoigne en personne lors d'une audience post-condamnation en faveur de Mark et confirme cette version. Il ajoute que Wayne était sous méthamphétamine ce soir-là, qu'il se comportait de façon erratique et que Teresa lui avait dit qu'elle allait le virer quand il était arrivé chez elle. Elle voulait soi-disant embaucher un informaticien des environs. Le procureur fait remarquer à Jimmy que dans sa lettre, il n'a pas mentionné sa propre présence en Floride, ni le fait qu'il était avec Wayne. Curieusement, l'homme soutient que ce point, il s'en souvient pas. Le juge réserve sa décision.
ce qui signifie que la machine judiciaire tourne encore. Suite à son procès, Mark est transféré à l'Union Correctional Institution en Floride. Il attend toujours son exécution dans le couloir de la mort, et se bat encore. Wayne, quant à lui, sera théoriquement éligible à une libération conditionnelle en 2041, à l'âge d'environ 73 ans. Quant à Jimmy, il ne sortira jamais de prison. Teresa est rentrée chez elle plus tôt le soir où elle a été tuée, pour ne pas annuler les rendez-vous de ses patients. Finalement, elle est morte juste parce qu'elle était trop consciencieuse pour rester en vacances un jour de plus. Tristement, c'est loin d'être la seule victime à avoir été trahie de cette façon. Et je pense même que le niveau est un cran au-dessus dans l'affaire Melanie McGuire que je t'avais racontée sur cette chaîne, si jamais tu l'as pas vue. On est arrivé au bout de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, et je te dis à très vite. Bye.